Parmi les ouvrages les plus connus, les plus utilisés, même encore aujourd'hui, on va retrouver le livre de Benjamin Graham qui s'appelle L'investisseur intelligent, que je t'invite véritablement à lire. Alors tu verras que c'est pas un bouquin qui est très simple à comprendre et très facile à appréhender, surtout pour des débutants, mais qui reste même encore aujourd'hui, selon moi, une base vraiment solide pour tout ce qui touche de près ou de loin le value investing. Donc le value investing, ça a été popularisé et on le connaît aujourd'hui d'autant plus qu'avant, notamment avec tous les travaux qui ont été effectués par Warren Buffett. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement, en tout cas, et la philosophie de pensée du value investing, ça a été quelque chose sur lesquels notamment Benjamin Graham avait travaillé avant Warren Buffett. Et d'ailleurs, Warren Buffett, donc son mentor, son parrain, ça a été justement Benjamin Graham. Et il l'a dit sur plusieurs interviews que le livre donc, de Benjamin Graham, L'investisseur intelligent, c'est selon Warren Buffett, même encore aujourd'hui, le meilleur bouquin écrit sur la bourse de manière générale. Donc tu verras, moi je t'invite véritablement à le lire, même si c'est pas simple, parce que ça te permettra de comprendre cette philosophie de pensée notamment et cette manière d'identifier et d'analyser fondamentalement les entreprises. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce mouvement de value investing, l'idée, c'est de pouvoir analyser fondamentalement les entreprises, donc de déterminer leurs valeurs fondamentales et de les comparer par rapport à leur cours actuel pour se dire, bah tiens, est-ce qu'aujourd'hui finalement je fais une bonne affaire ou est-ce que je prends un risque potentiel parce que cette boîte elle est surévaluée par rapport à sa valeur potentielle fondamentale. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être de te simplifier l'un des concepts, parce qu'il y en a énormément dans ce bouquin, je ne vais pas pouvoir tout synthétiser dans cette vidéo, mais te permettre de prendre du recul et te montrer un des modèles et l'une des formules notamment qui a été popularisée par Benjamin Graham pour analyser fondamentalement des entreprises et pour pouvoir comparer notamment leur valeur intrinsèque par rapport à leur cours actuel. Donc là on se retrouve sur mon ordinateur et je vais te montrer l'une des formules qui est proposée notamment par Benjamin Graham pour analyser, pour calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Donc la formule en fait elle correspond à ça, celle que je t'ai mise à l'écran, et je t'ai mis les termes à la fois en anglais et en français pour que tu puisses faire la part des choses, et si jamais tu vas sur internet pour comparer les informations, pour faire tes propres recherches, ce que je t'invite à chaque fois à faire, tu pourras rapidement comprendre chacun des termes puisque je t'ai mis la traduction à chaque fois. Donc V, ça correspond à value, donc en fait c'est la valeur intrinsèque. EPS, c'est earning per share, donc c'est simplement le bénéfice par action. Ensuite, tu vas avoir 8,5, donc ça c'est une variable qui ne va pas forcément changer. Ça correspond en fait à l'équivalent du ratio du price earning ratio, donc du cours de l'action sur les bénéfices de l'entreprise, qui ne va pas être une entreprise de croissance pour le coup. Là on va vraiment se focaliser sur toutes les entreprises qui vont rentrer dans la famille du value investing. Ensuite le G, ça correspond au taux de croissance pour les 5 prochaines années. 4,4, ça correspond au rendement moyen des obligations d'entreprise AAA. Alors tu sais qu'on peut classer les obligations, déjà il y a plusieurs types d'obligations. Tu vas avoir des obligations d'entreprise, tu vas avoir des obligations d'État, puis après tu vas avoir des obligations court terme, moyen terme, long terme, très long terme, et tout ça on va pouvoir les noter en fonction de leur rendement, en fonction de leur risque, etc., etc. Et donc il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont lancées là-dedans, dont certaines qui sont là quand même depuis très longtemps, notamment Moody's, qu'on va être amené à utiliser et qui permet de trouver ces notations-là, parce qu'on ne va pas s'amuser à tout calculer à la main, hein. Il y a des sites aujourd'hui qui le font très bien, notamment comme Yahoo Finance, et puis également aussi le site de la Fed ou Moody's, qui vont nous donner les chiffres et les informations qu'on recherche pour ensuite les rentrer sur ce tableur Excel et calculer, si tu veux, la valeur fondamentale d'une entreprise. Donc en fait, là, on va récupérer les rendements moyens des obligations d'entreprise AAA, donc qui sont considérés par le marché comme étant les moins risquées. Donc en général, c'est pas celles qui vont offrir les meilleurs rendements, mais voilà, on considère que c'est celles qui sont le moins risquées. Et enfin, tu vas avoir le Y qui va correspondre au rendement actuel des obligations d'entreprise AAA. Attention, ne fais pas la confusion, hein. Le 4,4, ça correspond vraiment au rendement moyen des obligations d'entreprise AAA, alors que le Y, ça correspond au rendement actuel des obligations AAA. Voilà, il y a vraiment une distinction importante à comprendre et à avoir en tête entre les deux. Donc en fait, avec toutes ces variables, qu'on ne va pas s'amuser à calculer à la main, qu'on va retrouver sur différents sites, on peut finalement utiliser la formule de Benjamin Graham et de calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Donc c'est ce qu'on va faire pour une boîte qui s'appelle Coca-Cola, que tu connais très bien. Donc là en fait j'ai mis l'action, j'ai mis le ticker de l'entreprise pour pas oublier, donc l'entreprise s'appelle Coca-Cola et son ticker c'est KO. Si tu vas sur des sites comme Morningstar ou Yahoo Finance, tu vas pouvoir retrouver ces informations sans aucun problème. Et puis là la première variable du coup c'est EPS. Donc EPS c'est Earning Per Share, ça correspond au bénéfice par action. Donc si tu vas sur des sites comme Yahoo Finance, tout de suite tu vas sur, donc tu tapes l'entreprise que tu recherches ici, tu vas retrouver le EPS, tu vois, le Earning Per Share, et là on est à 2,29. Donc moi je ne vais pas tout changer à la main parce que je l'avais déjà fait de mon côté et puis ça change tous les jours.
mais c'est pour que tu comprennes vraiment la dynamique. Donc là, tu vois, il faudrait que je mette 2,29 au lieu de 2,27. Ensuite, tu vas avoir le PE, donc le PE qui correspond au 8,5, qui est le Price Earning Ratio général des entreprises, pour une entreprise qui n'est pas de croissance. Donc ça, c'est pas censé changer, et je l'ai mis en gris, c'est pas pour rien, c'est justement parce que c'est une variable qui n'est pas censée fluctuer en fonction des entreprises qu'on va analyser. Le growth rate, donc le taux de croissance, ça, le taux de croissance, pareil, tu peux pas l'inventer. Donc pour ça, en fait, tu vas sur Yahoo Finance, tu choisis l'entreprise qui t'intéresse, et là, au lieu d'aller dans l'onglet Summary, qui va nous donner en fait le PS, le Price Earning Ratio, etc., nous, ce qui va nous intéresser après, ça va être d'aller dans Analysis, tu descends tout en bas, et là, tu vois, il y a le Growth Estimate sur les 5 prochaines années. Et donc, en fait, là, tu vois, pour Coca-Cola, on est à 5,97%, donc tu peux le mettre dessus. Ça, sache que toutes les boîtes et tous les sites que tu vas utiliser vont pas être d'accord dessus. C'est des estimations. On se dit, bah tiens, par le passé, il y a eu à peu près tant de croissance chaque année. Donc la moyenne sur les 5 prochaines années, elle sera à peu près de temps. Mais tu verras que tous les analystes ne sont pas forcément d'accord, mais à un moment donné, il faut que tu tranches. Donc tu vas le faire avec les données, avec les informations que tu seras capable de retrouver sur Internet. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis ici. Le 2G, bah en fait, j'ai simplement pris le G qui était, donc enfin, le G, ça correspond au taux de croissance. Donc tu vois, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié le taux de croissance que j'avais juste avant et je l'ai multiplié par 2. Donc j'ai appliqué tout simplement la formule. Le 4,4, ça pour le coup, je ne l'ai pas changé. Et le Y, ça, le Y, on va être capable de le retrouver. Alors, il y a plusieurs sites. Tu as par exemple Moody's qui va te permettre de le retrouver, ou tu as également aussi le site de la Fed, hein, de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, qui va te permettre de retrouver ce genre d'informations. Donc là, par exemple, pour des obligations AAA de corporate, donc des obligations AAA d'entreprise, aujourd'hui, on voit, on a la courbe au fur et à mesure du temps, mais aujourd'hui, on est à 4,47. D'ailleurs, tu vois ces données là à l'écran, donc 4,47, hop, je le prends et je le mets ici. Et donc le calcul, après, c'est tout bête, hein, tu as juste à appliquer la formule, et ça va te le calculer automatiquement, et ça va dire, bah voilà, maintenant, la valeur intrinsèque, finalement, de cette entreprise, par rapport aux informations qui ont été proposées et qui ont été inscrites sur cette formule, ça me dit que Coca-Cola, sa valeur intrinsèque est aujourd'hui de 45,67 €. J'ai mis en dessous le prix actuel, parce que si on va sur Coca-Cola, enfin si on va sur le site de Yahoo Finance, on est à 64,02. Donc 64,02 par rapport à une valeur intrinsèque de 45,67, on peut se dire que c'est surévalué. Et attention, ça aussi je préfère mieux mettre des parenthèses et faire attention, c'est une des manières de calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise, il en existe plein d'autres, et d'ailleurs dans les prochaines vidéos je t'en présenterai plusieurs autres, et toutes peuvent être très complémentaires, c'est-à-dire que tu peux avoir un modèle qui va te dire, bah tiens, cette boîte elle est considérée comme surévaluée, d'autres qui va te dire, tiens, elle est peut-être un peu sous-évaluée, mais peut-être un peu moins que l'autre, etc., etc. Et plus tu auras de modèles différents qui vont aller peut-être utiliser d'autres critères, d'autres facteurs, plus tu pourras avoir une vision objective sur une entreprise. Parce qu'il y en a certains qui vont se dire, tiens, ils vont utiliser que la valeur, enfin que la formule de Benjamin Graham, et ils vont se dire, bah tiens, moi je vais faire que ça, et si on considère que c'est sous-évalué, je vais acheter. Non, moi je t'invite à chaque fois de prendre du recul et de te dire, c'est l'un des modèles qui existe. Je te présente une manière de pouvoir analyser fondamentalement une boîte qui n'est pas non plus trop complexe, mais pour moi c'est pas la seule, et c'est pas celle que tu dois absolument utiliser tout le temps. D'ailleurs, tu vas le voir dans la seconde partie de la vidéo, il y a eu quelques critiques, notamment sur ce modèle d'évaluation d'entreprise. Et d'ailleurs, il y a certains de ces paramètres qui ont dû être changés parce que, à l'époque, quand le livre de Benjamin Graham a été publié, donc l'investisseur intelligent, on avait certaines données, certaines métriques, notamment le rendement moyen des obligations d'entreprise AAA. Il y a quelques années en arrière, à l'époque où Benjamin Graham a écrit son bouquin, n'a rien à voir avec les rendements moyens d'obligations d'entreprise AAA qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc tu vois, en fait tout ça c'est aussi remis en cause. Et donc, il faut savoir aussi adapter son discours et sa manière de fonctionner dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc là, finalement, par rapport à ce modèle, si on se focalise uniquement par rapport à ce modèle, bah, on se rend compte que le prix actuel, bah, il est à 64,02 et que la valeur intrinsèque, elle est à 45,67. Donc bah là, théoriquement, par rapport à ce calcul, par rapport à ce qu'on a effectué, on peut se dire qu'on a une différence du coup de 140,17% par rapport à la valeur intrinsèque.
Donc c'est surévalué par rapport à ce modèle. Et puis ce qui est ajouté surtout dans ce bouquin de Benjamin Graham, l'une des philosophies que je t'invite aussi à avoir, c'est le concept de marge de sécurité. Et ça va être spécifique en fonction des gens, hein. Je peux pas te dire, toi, ta marge de sécurité, elle va être de temps. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que même si demain, tu vois là, la valeur intrinsèque de Coca-Cola, elle est à 45,67, selon ce modèle et selon les calculs que j'ai effectués. Si la boîte, demain, le cours actuel, il n'est pas à 64, mais il est à 44, bah on se dit, bah tiens, ouais, je vais l'acheter parce que ce modèle me dit que c'est du coup sur le bon prix et que c'est même sous-évalué, donc je peux l'acheter. Mais il y a le concept de marge de sécurité qui est de dire, bah aujourd'hui, oui, elle est peut-être sous-évaluée, mais moi, je veux quand même me sécuriser, donc je vais prendre justement une marge de sécurité, je vais me sécuriser, et je vais essayer de l'acheter peut-être encore à 10, 15, 20, 30, 50, 60% moins cher que sa valeur intrinsèque. Forcément, plus tu vas ajouter une marge de sécurité, plus tu vas te sécuriser, donc plus tu vas acheter moins cher et donc plus tu vas aussi booster tes rendements, mais plus tu vas diminuer tes chances et tes probabilités de pouvoir acheter cette boîte aussi à des prix aussi intéressants, tu vois. Parce que souvent, ça reste dans des moments très compliqués, hein, quand tu as des boîtes qui fondamentalement tiennent la route et qui peuvent être à 60% moins chères. Souvent, la plupart des gens ont peur d'acheter sur ces moments-là, hein. Ça a été le cas en mars 2020 avec la crise sanitaire, pendant les guerres mondiales, etc. Il y a des opportunités, mais il faut être capable de les saisir à ce moment-là, ce qui n'est pas quelque chose de très très simple non plus à faire. Donc, moi je trouve que cette marge de sécurité, en tout cas ce concept est intéressant, parce que ça peut te permettre justement de te dire, bah peut-être que ce modèle, il est bien, peut-être qu'il a fonctionné par le passé, il n'est pas parfait, et on en parlera un petit peu plus tard, et du coup de cette manière, je vais pouvoir me sécuriser d'autant plus en y ajoutant une marge de sécurité que je vais pouvoir orienter en fonction de mon appétence au risque, et en fonction aussi des performances que je souhaite avoir. Donc là, j'ai mis une marge de sécurité de 30%, mais tu peux changer, tu peux mettre 40%, tu peux mettre 10%, peu importe. Et du coup, on va me donner là le prix acceptable à partir duquel je peux du coup acheter l'entreprise. Donc en fait, ce qui a été effectué, c'est que là, il y a un premium de 140% par rapport à la valeur fondamentale, hein. On a une valeur actuelle qui est à 64,02 et ma valeur intrinsèque elle est à 45,67. Moi ça me plaît pas et je me dis bah maintenant je vais m'ajouter une marge de sécurité. Donc à combien je vais pouvoir acheter cette entreprise pour avoir justement ces 30% de marge de sécurité. Et bien si on fait le calcul justement je me retrouve à 31,97. Donc on considère que même si demain la boîte elle est à 40 €, je vais pas l'acheter parce que ça va pas rentrer dans mes critères justement de marge de sécurité. Même si la boîte, selon ce modèle, serait sous-évaluée avec une valeur actuelle de 40 € ou 40 $, peu importe, bah moi, il faudrait, si je respecte ma marge de sécurité, il faudrait que je l'achète au moins à 31,97 $ ou moins. Voilà, ça peut être moins, mais ça serait le critère le plus intéressant. Et du coup, j'ai fait une formule toute bête et je me suis dit, tiens, du coup, est-ce que si j'en ai aujourd'hui, est-ce qu'on considère selon ce modèle qu'il faut en acheter ou en vendre? Donc je dis que si on est sur cette valeur du prix acceptable, si le prix actuel, par exemple, il était à 30 € ou 30 $, peu importe, là, ça m'aurait dit d'acheter parce que ça rentre dans mon modèle et dans ma manière d'investir. Si par contre, comme aujourd'hui, c'est à 64 et que c'est bien au-dessus de mon prix acceptable, ça me dit vendre. L'objectif ne sera pas de vendre, mais en gros, c'est pas intéressant, il ne faut pas acheter. Donc ça, c'est le premier modèle, qui est vraiment pas non plus extrêmement compliqué à mettre en place, hein. Tu peux utiliser les différents outils que je t'ai présentés, mais ce qu'il faut comprendre, et c'est là où on en arrive au propos que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, c'est qu'il y a certaines variables qui sont plus forcément au goût du jour, parce que le bouquin est relativement vieux maintenant, même si les fondements restent encore vrais aujourd'hui, il y a certains paramètres, en tout cas dans cette formulation, qui ne sont plus vraiment bonnes. Donc il y a des gens qui ont revisité en fait ce modèle et qui ont changé certaines variables, notamment les deux que je te montre là. Donc le 8,5 a été remplacé par 7 et le 2 en fait est remplacé par 1G. Donc en fait tu as juste le G qui va correspondre ici au taux de croissance sur les 5 prochaines années. Et donc j'ai fait exactement la même chose avec ce modèle revisité. Le 4,4 on peut également le remettre en question, mais c'est pas forcément la variable la pire aujourd'hui. Parce que tu le vois, je te l'ai montré tout à l'heure avec Moody's, hein, là on est à 4,47 et puis bon, on voit que ça reste quand même dans la marge de ce qui se faisait régulièrement. Là, dans les années 80, on était quand même bien plus haut qu'aujourd'hui, mais voilà, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas aussi aberrant que les autres variables qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et il y a plein de raisons pour ça, je te laisserai faire tes propres recherches si jamais ça t'intéresse. Donc là, j'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai remis en fait le modèle classique de Benjamin Graham et j'ai pris le modèle revisité
avec les changements de variables. Et là, j'ai refait exactement les mêmes calculs. Et donc là, si on regarde avec ces deux formules, on a deux valeurs intrinsèques différentes. On en a une qui est plus élevée sur la première formule de Benjamin Graham, qui est de 45,67, et la seconde qui est du coup de 28,98, forcément parce qu'on a diminué les multiplicateurs sur le numérateur, vu que là on est sur une fraction. Donc forcément, là ici, on va avoir une valeur intrinsèque qui va être plus faible. Donc j'ai fait exactement les mêmes calculs, avec les marges de sécurité, etc., avec le prix acceptable, et donc après, en fonction des formulations, en fonction du risque qu'on veut prendre, on peut décider de prendre une marge de sécurité plus ou moins importante. Ce qu'on remarque, c'est que il y en a un, d'un côté, on va avoir un prix acceptable avec une marge de 30% qui va être à 31,97, et un autre, ça va être à 20,29, alors qu'aujourd'hui, on est à 64,02. Donc attention, tu vois, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va arriver demain. Et si jamais ça arrive, ça risque pas de durer très longtemps non plus, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent tout un tas de modèles pour pouvoir analyser fondamentalement les entreprises, et je peux t'assurer qu'à ces cours-là, moi typiquement, je serais acheteur bien avant, même bien avant d'être à 20,29. Mais voilà, après, chacun est libre de déterminer son seuil de risque et de la manière dont il souhaite investir. Je trouvais ça plutôt intéressant parce que c'est assez compliqué, je trouve, d'analyser fondamentalement une entreprise, et je trouve quand même que cette formule est pour le coup assez simple à mettre en place et assez simple à mettre en application. Donc n'hésite pas à l'utiliser. D'ailleurs, je te mettrai dans la description de la vidéo tout le tableau Excel, tu pourras le télécharger. Tu auras également accès à d'autres modèles que je te présenterai dans d'autres vidéos, parce qu'il y aura d'autres vidéos sur l'analyse fondamentale et comment calculer la valeur intrinsèque des différentes entreprises. Donc là, c'est l'une des approches, je t'en présenterai d'autres, et donc tu pourras télécharger ce document dans la description de la vidéo, donc vraiment n'hésite pas. Je te souhaite une excellente fin de soirée, et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.